Direction du port. Direction du port, voilà. Direction des ports et voies navigables du Cameroun. Office national des ports. Port de Douala-Bonabéry. Voilà tout le parcours effectué par ce qui est aujourd'hui appelé port autonome de Douala-Bonabéry. C'est-à-dire cette aventure qui part depuis 1871, le jour où Worman a commencé à poser la première pierre pour construire son quai du port de Douala, après que les Douala s'y soient installés depuis la nuit des temps au bord du fleuve Beseke, ce qui a constitué naturellement l'endroit où les commerçants ont commencé à vendre leur commerce, surtout les pêcheurs, et qui a fait de cela le port de Douala. C'est ce voyage de presque un siècle que nous avons entrepris de vous faire suivre avec nous aujourd'hui dans le cadre de la tribune de l'histoire consacrée au port autonome de Douala, port Douala-Bonabéry. Faites attention, quand je dis port autonome de Douala, port Douala-Bonabéry, c'est que dans quelques temps, le port s'appellera désormais port Douala-Bonabéry. Donc, restez avec nous. Dans le cadre de cette émission, nous ferons plusieurs voyages. Un voyage en Allemagne, un voyage en Hollande, un voyage en France, un voyage en Italie et beaucoup de voyages même à l'intérieur du Cameroun, c'est-à-dire à l'intérieur de certains ministères, de certains bureaux administratifs, pour enfin vous parler concrètement et plus efficacement de ce que le port autonome de Douala, port Douala-Bonabéry. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la tribune de l'histoire. Depuis la nuit des temps, le port de Douala existait, mais pas dans sa forme physique actuelle. C'est donc l'endroit dit Beseke, qui était un petit coin au bord du fleuve Vouri et qui servait de marché aux pêcheurs qui ramenaient leurs poissons de l'eau. C'est cet endroit qui servait donc de port. Les Portugais, les Anglais sont venus, mais personne n'avait pensé à s'installer et à faire un port. Pour eux, ils étaient tous de passage. Il a fallu donc attendre l'arrivée des Allemands pour que l'endroit de Beseke se transforme en un port. C'est pour cela que pour savoir ce qui s'est passé, nous sommes obligés de nous rendre en Allemagne, essayer de découvrir ces premiers Allemands, du moins leurs descendants, afin qu'ils nous parlent de cette aventure merveilleuse, comment est né le port de Douala. Parti de Douala, nous allons donc nous rendre en Allemagne pour essayer de trouver l'un d'entre eux, c'est-à-dire le petit-fils ou le fils, puisque celui-là devait déjà être mort depuis. Celui dont je parle s'appelle Worman, car c'est Worman, d'après des informations en notre possession, qui a fait les premiers voyages de bateau entre Hambourg et Douala et qui a pensé à faire un quai du moins où devait accoster ce bateau à lui. À notre arrivée en Allemagne, l'ambassadeur du Cameroun, son Excellence M. Mpaye, nous réserve un accueil chaleureux et nous donne tous les conseils nécessaires qu'il faut pour la poursuite de notre voyage, ce dont nous tenons à le remercier. Nous voici donc à Hambourg. Je me trouve ici devant l'imposante mairie de la ville de Hambourg et nous allons partir d'ici maintenant pour aller essayer de rencontrer la famille Worman qui va nous parler de ce qui s'est passé réellement. Car l'histoire doit coller le plus possible à la réalité. C'est pour ça que nous ne lésinons jamais sur les moyens quand il faut aller trouver les acteurs. Nous avons rendez-vous maintenant avec le petit-fils de Karl Worman. Des rotations de bateaux de la Worman Line ainsi que des autres compagnies devenant de plus en plus nombreux et aussi l'accroissement des produits à transporter depuis le marché de Beseke jusqu'au bord des bateaux qui mouillaient en pleine mer, devenant plus difficile. Un monsieur, Worman Adolphe, commence donc à réfléchir à la construction d'un quai pour ces bateaux au bord du fleuve Vouri. Nous sommes en 1871. Voici ce que nous dit le petit-fils de Worman.
La richesse du Cameroun, ce sont les palmiers d'huile. Comment dit? Palmier à huile. Le palmier à huile. Encore une fois. Hein? L'Africa House a montré les richesses du Cameroun, c'est les palmiers à huile. Merci, Monsieur Vorman. Votre grand-père a été parmi ceux qui ont commencé à construire le port de Douala. C'est lui qui a fait les premières compagnies de transport, la Vermont Lines, qui est arrivée au Cameroun. Vous pouvez nous dire un peu quelle idée il a eu pour venir? Well, my forefathers, my great-great-grandfathers has started a trading company from Hamburg, trying to sell, to export goods which were really needed and wanted on the coasts of Africa. And so he found captains who knew the coast already a bit, knew the difficult areas. There were no sea charts at those days. And then these ships went down to the coast, and they came down to the estuaries also of Douala, and anchored there and got into contact with the chiefs which were there and started to exchange their local goods. And when they were friendly welcomed by the chiefs and the goods from Cameroon were attractive, then of course they come back. Once you make a business and it is good for both sides, then you try to repeat this business. And so he sent the next ship and another ship and another ship down to Douala. And of course then it was charted and it became a very known trading area. So, when he began to faire the trade, quand il a commencé à faire le commerce, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire import? I think the first was simply to what goods are needed and are wanted down there for anything like agriculture, for crafts, for dressing people, and so on and so on. And of course there was that what goods from the area are welcome here in Germany and in Europe. And if you send one ship, then you anchor it at front of the port, and then you have to off the coast, and then you have to exchange the goods by boat. But if you have more and more ships, then you start to build up a pier, a quay, where the ship can really go ashore and unload, offload much easier than from the boats. And there they started. One of the main interesting goods then was oil, palm oil. And this palm oil was put into wooden barrels, small wooden barrels. Mm-hmm. And you can imagine that it is a very cumbersome work to load these barrels into a boat and to shift it on board of the ship when the ship is rolling in the seas. So it is much better if you have a quay there where the ship can go ashore, offload and unload much easier. And then it started by this way. En quelle année il a commencé? Actually, his first ships went out to West Africa in 1840, and then starting from Liberia, Sierra Leone down to Gold Coast, and I think he reached the area of Cameroon in around 1870 something. I'm not a historian, I would have to look it up again. And definitely he was not the first one. There were some other companies, even Spanish or English companies on the coast before, but apparently his own goods from Germany were already then very attractive, and his captains were fair partners in dealing with the local chief who brought the goods from the Cameroon hinterland. La Town Head, ici en 1891, que vous voyez sur ces images, avec des factoreries flottantes, aménagées, des voiliers, est l'endroit qui semble presque fait pour l'Allemand. Et c'est de là que partira le premier quai de Wormerlinen, que vous voyez ici en fin de construction. Ensuite, interviendra la construction
d'un appontement, ici en image, en face de la mission Bâle à Aqua. Dans la foulée, on va construire le port par palier. Le wharf du gouvernement, ici que vous voyez, sera construit en 1914. Et si on devait vous demander de parler du Cameroun, de votre grand-père, de l'époque de votre grand-père, du port de Douala, oui. Parce que cette émission concerne surtout le port de Douala, oui. C'est-à-dire dont votre grand-père oui. a été parmi les premiers. C'est pour ça qu'on est venu oui. ici à Hambourg pour vous rencontrer. Et vous m'avez dit que vous êtes repassé il y a 2 ans au Cameroun. Oui. Alors, quand vous revoyez le port de Douala aujourd'hui et vous imaginez ce que votre grand-père vous avait dit, qu'est-ce que ça vous fait? Certainement, le port de Douala d'aujourd'hui est déjà beaucoup plus grand qu'à l'époque. On a commencé avec des voiliers comme ça. C'était certain. Et même un peu plus. C'était le voilier avec Adolf Wehrmann venu à Batavia et plus à l'Amérique pour faire une tour du monde. Mais finalement, on a eu les vapeurs aller à Douala et les ports est grandi. Mais aujourd'hui, certainement, il est plus grande. Mais aujourd'hui, certainement, nous avons arrivé à une étape où les navires sont même plus grands pour entrer au port de Douala à cause de profondeur de l'eau. Je crois on va avoir un développement encore pour le futur, pour agrandir le port là et le pays et la ville de Douala, certainement. Alors, avant de partir, puisque nous repartons bientôt oui. au Cameroun, oui. ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a trouvé le petit-fils de Wehrmann qui a accepté de nous recevoir. Vous savez, quand je suis parti de Douala, nous ne savions pas ce que ça allait devenir. Vous avez accepté de nous parler et vous avez accepté de nous faire l'histoire de ce port que votre grand-père vous avait dit avant qu'il ne soit ce qu'il est aujourd'hui. Vous ne pensez pas qu'un jour, Wehrmann devrait revenir au Cameroun, ne serait-ce par symbole? Je crois certainement c'est un grand merci pour l'invitation et ce serait certainement un grand plaisir d'aller encore une fois à Douala. Oui, et essayons à développer le futur. Si on a une chance, c'est très bien. On va essayer, c'est toujours comme ça. Parce que vous m'avez dit, vous êtes venu à Douala, vous avez rencontré la famille Mangabel. C'est vrai. Oui. Parce que je crois le prince René était là encore. Oui. Vous l'avez vu, le prince René, quand vous étiez à Douala? Certainement, oui. Je crois donc que c'est ça qui vous a amené. Mais maintenant, beaucoup de Camerounais souhaiteraient voir au moins un membre de la famille Wehrmann. Ceux qui nous ont développé, c'est notre premier port, le plus grand jusqu'à présent. Et je crois que moi, j'insiste qu'un jour, vous reveniez. Parce que quand vous êtes passé à Douala, il y a le boulevard Maréchal Leclerc. C'est sa famille, sa veuve, qui est venue faire ça avec ses petits-enfants. Et je crois que vous devriez quand même venir, parce que le directeur général du port, quand il va me voir parler avec vous, oui. je crois qu'il sera très intéressé. C'était vraiment, oui, mais les temps se développent et maintenant nous sommes la 4e génération des temps anciennes et je crois, j'espère que mes fils, mes grands filles, enfants vont se développer et on va voir ce qu'on peut faire, si on peut développer. Au nom de toute mon équipe, de mes amis qui m'accompagnent, mon ami Roger Sombaï, mon ami Rigolf, Sombaï, vous pourrez aussi venir ici parce que vous êtes un de ceux qui m'aident pour réaliser cette émission. Je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup pour la visite et bonne chance. Arrêt sur image. Dodder Wehrmann, que vous venez de voir, est décédé il y a quelques jours. C'est donc un hommage mérité que nous avons voulu lui rendre en rediffusant cette émission.
Après le voyage d'Allemagne, nous avons entrepris un deuxième voyage en France. Nous nous sommes rendus à la bibliothèque de l'ancien ministère des colonies, à la rue Oudinot à Paris, à la bibliothèque du ministère des Affaires étrangères située à Pierrefitte en banlieue parisienne et enfin à l'INATEC, dont les bureaux ont été transférés il n'y a pas très longtemps dans les locaux de la Grande Bibliothèque nationale de France. C'est là où nous avons découvert les quelques images que vous allez suivre. À partir de 1914, c'est la période française. Les Français reprennent donc les travaux du port en 1920, avec la construction de la direction du port et, à gauche, le magasin des douanes. Et dans la suite, les hangars et l'atelier du port. Ces ateliers qui se trouvent juste derrière l'actuelle résidence du président de la République. Les travaux d'extension proprement dits du port démarrent en 1928 avec la construction du poste à quai numéro 4 qui va se substituer au wharf du gouvernement qu'on va détruire. Voici ce qui restera du wharf du gouvernement en 1930 avant sa destruction totale. Ensuite, 1931, ce sera la construction du poste à quai numéro 3, puis le poste à quai numéro 2. Vous pouvez voir ici le poste à quai numéro 1 et comment se présente fin 1931 le port de Douala, avec l'embarcadère de Bonabéry à droite. Cette stèle que vous voyez aujourd'hui devant la direction de la douane a changé de place. En effet, son emplacement initial était devant la Socada. Elle marquait le lieu où débarqua le 27 août 1940 le colonel Leclerc, car à l'époque, l'immeuble de Socada appartenait aux chargeurs réunis et abritait la gare maritime. Le colonel Leclerc, transporté du bateau par la chaloupe, c'est à cet endroit où il descendait de la chaloupe et foula le sol camerounais pour la première fois. Cette stèle avait donc été édifiée là. Des années après, ancien élève de l'école militaire générale Leclerc de Brazzaville et étant resté en contact avec les petits-fils du général et sa veuve. Un jour, je leur parlais du boulevard qui portait le nom de l'illustre disparu, qui est complètement dégradé, ne sachant pas que M. Pokosi Doumbé Dipita Joseph, lui aussi délégué du gouvernement, avait entrepris des démarches dans le même sens auprès de l'ambassade de France au Cameroun pour réfectionner ce boulevard. Mais le délégué du gouvernement, très persuasif, avait réussi à faire rénover ce boulevard. La stèle a donc été déplacée après les travaux d'agrandissement du boulevard pour se retrouver où elle se trouve aujourd'hui à la direction de la douane. À l'indépendance, on construira la nouvelle direction du port avec deux ailes, une aile abritant la direction des douanes et l'autre la direction du port. La gare maritime, elle, a été transférée dans ce qui est aujourd'hui le bureau principal des douanes. Des années après, il sera décidé la construction du nouveau bâtiment où se trouve aujourd'hui la direction du port Camship, Conseil camerounais des chargeurs. Entre-temps, le port a été agrandi deux fois. Une première fois, de 1964 à 1966, par l'entreprise italienne Vianini. Et le deuxième grand travail a été le dragage du port, qui a eu lieu de 1974 à 1979 par l'entreprise hollandaise Boskalis. Vous voyez ici une des photos que nous avons retrouvées au siège de Boskalis à Pampradesh en Hollande, où le président Paul Biya, alors Premier ministre, inaugure la fin des travaux. Alors, après avoir vu tout ceci, on va voir maintenant qui a construit le nouveau siège du port qui abrite aujourd'hui Camship, l'office des chargeurs du Cameroun et la direction générale du PAD. Qui a construit cet immeuble? Monsieur Ngouane François, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes ancien haut cadre de la Société nationale des investissements, ce que beaucoup de personnes connaissent. Oui. Vous avez été détaché à Cameroun Shipping Lines comme directeur financier. À Douala. Ça aussi, beaucoup de personnes le connaissent. Camship. Camship.
Ça aussi, beaucoup de personnes le connaissent. Mais ce qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est que c'est vous qui avez construit l'immeuble Simard. Alors, nous sommes en train de faire une émission sur le port de Douala, sur l'histoire du port de Douala. Donc vous êtes partie prenante, vous êtes un des acteurs majeurs. C'est pour ça que je suis venu vous voir. D'abord, nous voulons que vous nous parliez de l'historique, comment on a décidé, quels étaient les promoteurs, comment l'idée de construire l'immeuble Simard est arrivée. D'abord, Simard, c'est quoi? La Simard, c'est une société à responsabilité illimitée qui a été créée par les organismes d'État tels que l'Office national des ports, le Conseil national des chargeurs, les sociétés parapubliques comme la CAMSHIP et la SOCAMAC. Alors, on a dénommé la société Simard Société immobilière maritime. L'idée était de construire un ensemble immobilier dans lequel devaient se regrouper toutes les opérations du secteur maritime à Douala, puisque le port est à Douala. Tous ceux qui veulent intervenir dans les opérations du secteur maritime à Douala devaient donc se retrouver dans un ensemble immobilier pour gérer leurs problèmes. Parce que quand les sociétés sont dispersées dans la ville, ils ont des dossiers qui doivent suivre dans plusieurs quartiers. Ça ne présentait pas bien. On a donc pensé qu'il fallait faire un ensemble immobilier pour que les usagers puissent trouver sur place, et l'Office national des ports, la CAMSHIP, le Conseil national des chargeurs, la SOCAMAC qui était un accompagné de nos bateaux. Donc voilà la société immobilière maritime. Alors, ceux qui étaient à la tête au port, c'était qui? Au port, c'était Simon Gagnon. Il est mort, paix à son âme. Au conseil des chargeurs? Non, au conseil des chargeurs, c'était Ngundo Black. Ngundo Black, à la CAMSHIP? À la CAMSHIP, Mba Martin. Et à la SOCAMAC? À la SOCAMAC, c'était Ndam Amadou. Ndam Amadou. C'est important qu'on précise Ouais. ceux qui ont eu cette idée. Génial. Alors, vous, directeur financier de la CAMSHIP, Oui. vous avez donc été délégué pour faire ce travail, pour construire cet immeuble. Oui, Une sorte de maître d'ouvrage ou de maître d'ouvrage. oui. Nous étions le maître d'ouvrage de ce centre d'affaires maritime. Il ne faut pas oublier qu'au sommet de cette pyramide que nous venons de monter, il y avait le ministère des Transports à l'époque. Je crois que c'était le ministre Ngomé Komé qui était ministre des Transports. Oui. Donc, quand Il y avait les banques. les banques sont venues après, Oui. il fallait d'abord cette société qui puisse suivre les dossiers concernant la Simard. Parce que pour construire le centre d'affaires maritime, au moins une dizaine de sociétés ont travaillé. Et il fallait donc coordonner tout ça par une petite structure. Et cette structure-là m'a été confiée pour que je gère tous les dossiers. Parce que quand j'étais à la CAMSHIP, bon, la part de CAMSHIP à la Simard, tous les dossiers qui venaient concernant la Simard, le directeur général, M. Mbayen René, balançait ça dans mon bureau. Par la suite, après Mba, Oui, après Mba, parce que Mba est parti à l'hôtel Sawa comme DGA. comme déjà, oui. Alors quand les dossiers arrivent, il balance dans mon bureau. Ce qui fait que quand il s'agit de nommer quelqu'un qui va donc gérer tout ça, C'est tout à fait normal. il a tout simplement dit au ministre Ngomé, mais chez moi, à la CAMSHIP, c'est M. Ngouané qui suit le dossier. Ah bon, ben, le ministre lui dit, mais on peut donc mettre M. Ngouané pour directeur de la Simard pour gérer cette affaire. Il dit, il n'a pas d'objection. Il rentre, le ministre appelle donc Gagnon, le principal associé, Gagnon, le directeur du le port. directeur général du port. La même question, Gagnon avait Oual Aboubakar était son directeur, son DAF. Oual Aboubakar. Ouais. Mais Ngan dit non,
confier le dossier à M. Ngouane, il va mieux le gérer. C'est donc comme ça que je deviens directeur de la CIMAR en 1982 et je me mets au travail. Mes réunions de chantier, on a fait un baraquement qu'on a monté en plein chantier pour tenir des réunions de chantier 2 fois par semaine. Parce qu'il faut savoir que toutes ces entreprises-là, il faut les gérer. Et on ne peut pas les gérer comme ça d'une manière dispersée. C'est dans une réunion que chacun vient rendre compte de l'état d'avancement du dossier qui lui est confié. Voilà. Et le financement de ce chantier était assuré par les banques? Alors, le financement du centre d'affaires maritime a été fait par des crédits acheteurs, par des crédits fournisseurs, par les banques locales, les banques primaires locales qui étaient là, la BICEC, la SGBC, je crois la BIAO était dans l'affaire. La SCB aussi. Et oui, la BIAO était dans l'affaire. Des crédits fournisseurs, c'est les entreprises françaises qui sont venues travailler sur le chantier, nous ont accordé des crédits garantis par la COFAX en France. Parce que pour qu'ils viennent travailler en Afrique, il fallait que la COFAX les garantisse. Allez-y, si on ne vous rembourse pas, nous, on va vous rembourser. On a donc une certaine société française comme ça. Par exemple, Bergeon Geoffroy, qui a fait le lot plomberie sanitaire. Je ne prends que celui-là, était garanti par la COFAX. Nous avons eu des crédits fournisseurs comme la société italienne qui a fait le mur rideau, Ilsa, qui a fait le mur rideau. Donc, eux aussi, ils nous ont accordé des crédits là-bas. Le mur rideau, c'est les verres et l'aluminium. Ça, c'était des crédits acheteurs, un arrangement direct avec la CIMAR. C'était comme ça. Le financement était donc là. Les banques locales, les banques primaires, la BICEC, la Société Générale, la BIAO, je crois la 4e banque, je crois que c'était les trois surtout, oui, qui ont financé le centre d'affaires maritime. Et par la suite, naturellement, avant la mise en place de ces crédits, il y a les apports de la constitution du capital. Il fallait que chaque associé apporte sa part d'argent pour constituer le capital de la CIMAR. Le capital était d'1,50 milliard de francs. Donc divisé, la Socamac était le petit frère de toutes les autres sociétés. La Camship, 350 millions, le port 350 millions, la Socamac 350 millions et la moitié de 350 millions était apportée par la Socamac, ce qui a fait 1,50 milliard. C'est ça qui a fait, c'est le départ. Ces fonds étaient nécessaires pour démarrer, ne serait-ce que la fondation. Et après, tous les financements extérieurs sont venus donc compléter pour que nous puissions construire l'immeuble. Très bien. Alors, vous avez construit l'immeuble en combien de temps? Le chantier a duré 4 ans. Oui, j'ai fait 4 ans de chantier. Et après 4 ans, les sociétés ont déménagé, là où ils étaient un peu éparpillés en ville, sont venus occuper les espaces qui leur étaient attribués. Le centre d'affaires maritime a 4 immeubles. Le petit immeuble était occupé par le Conseil national des chargeurs. Il avait 3 étages et les parkings au sous-sol. Celui du milieu était tout de suite, c'était la Camship, 5 étages avec les parkings au sous-sol. L'Office national des ports à l'époque, 7 étages avec les parkings au sous-sol. Et le grand immeuble qu'on appelle immeuble à grande hauteur, l'IGH, qui avait 15 étages.
le 15e étage était en principe, on pensait qu'un homme d'affaires pouvait venir créer un restaurant, quelque chose pour qu'on puisse voir la vue de Douala à partir du 15e étage. Mais on n'a pas eu de clients et je ne sais pas si aujourd'hui on a aménagé ce 15e étage, mais quand moi je partais, il était vide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la part de l'Office national des ports était quand même, c'est 350 millions que l'Office national du port devait apporter comme apport financier. On a évalué, l'Office a apporté le terrain sur lequel est construit le centre d'affaires maritime, un terrain qui appartient à l'État, parce que l'Office national des ports, du port au Cameroun à l'époque, c'est un organisme d'État qui apporte donc le terrain de l'État pour la réalisation de ce projet. Le problème s'est posé par la suite pour savoir que ce terrain, il fallait l'évaluer pour savoir si le port a libéré sa part là-dedans. Ça, c'était un apport en nature, comme on dit. Il a dit non, moi j'ai apporté le terrain, c'est un apport en nature, je ne participe pas, je ne peux pas payer financièrement 350 millions de francs parce qu'il faut évaluer le terrain. C'est pour cela que je dis et je maintiens aujourd'hui que par destination, le centre d'affaires maritime de Douala appartient à l'État jusqu'aujourd'hui. Appartient à l'État. Qu'on ne raconte pas d'histoire, le centre d'affaires maritime appartient à l'État parce qu'il est construit sur le terrain de l'État. Il semble que le DG Gagnon n'avait pas toutes les autorisations requises pour apporter ce terrain dans le capital de la Cimar. Mais comme on était pressé, il a dit allez-y travailler, on va gérer la situation après. Est-ce que aujourd'hui, où cet immeuble est construit sur un terrain qui appartient à l'État, le titre foncier, s'il existe, il est au nom de qui? L'État a-t-il donné son terrain à des sociétés privées, parce que certaines ont été privatisées, comme la Camship, la Socamac? Alors, à qui appartient le centre d'affaires maritime? Moi, je conclus, je dis, il ne faut pas s'embrouiller. Le centre d'affaires maritime du Cameroun, là, au port, appartient à l'État, parce que c'est sur le terrain de l'État qu'on a construit ce centre d'affaires maritime. Et ce terrain a été apporté par l'Office national des ports comme apport en nature. Monsieur Ngwane, maintenant pour terminer, je voudrais savoir, quand on voit cet immeuble tel qu'il est, avec les ondits des Camerounais, moi je ne vais pas me prêter à ce jeu, mais je vous demande, est-ce que cet immeuble a finalement été réceptionné? Cet immeuble, comme je dis, n'a pas été réceptionné entièrement, c'est-à-dire globalement. Il y a eu des lots, des sociétés qui ont travaillé là. La réception se faisait lot par lot. Mais on ne pouvait pas parler d'une réception globale. Voilà au niveau de la réception. Celui qui a fait les sols souples, c'est-à-dire qui a posé les moquettes, on a réceptionné. Celui qui a fait le mur rideau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a réceptionné. Celui qui a fait la plomberie sanitaire, on a réceptionné. Celui qui a fait le gros œuvre, EGCAM, la société de M. Riquetti qui était venu de Dakar, certainement n'a pas été réceptionné parce que nous n'étions pas contents du travail qui a été fait. Parce qu'en plus, on lui a ajouté le lot carrelage. C'est lui qui a posé les carreaux extérieurs qui ont été plus ou moins mal posés. Mais on a réceptionné ça comme ça, on leur a dit, bon, finissez le chantier parce que nous sommes pressés. Moi, j'ai dit, il vaut mieux aller faire les histoires dans des tribunaux que de laisser un immeuble comme ça pourrir, comme je l'ai vu, l'immeuble de la CNPS, où on a arrêté le chantier. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent pour finir.
Mais c'est parce qu'on a estimé à un moment donné que ça ne marche pas, on a arrêté le chantier. Moi, j'ai dit non, vous déménagez, quand vous êtes dedans, nous pouvons faire la bagarre avec les sociétés qui ont travaillé ici après. Donc surtout EGCAM, le gros œuvre, n'a pas été réceptionné. Mais les autres petits lots, je crois qu'ils ont été réceptionnés. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit le centre d'affaires maritime, de l'extérieur, franchement, moi je dis, il est mal entretenu. Il est mal entretenu, pourquoi? Parce que les Camerounais, à l'époque, n'avaient pas encore maîtrisé la notion de ce qu'on appelle le vivre ensemble, dans le cadre d'une copropriété. Un immeuble comme celui-là, tous les immeubles sont collés l'un à l'autre. Il fallait mettre en place un syndic de copropriété pour gérer l'immeuble, au moins les parties communes, et que les parties privatives soient gérées par les sociétés qui sont dedans. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les parties communes ont été gérées en désordre, chacun disant, moi, c'est mon immeuble, c'est pour moi. Quand on dit les parties communes, les toits des immeubles n'appartiennent pas à la société. L'extérieur, le carrelage et tout ça, les ascenseurs, ça devait être la gestion d'un syndic de copropriété. Bon, ils ont refusé la mise en place de ce syndic de copropriété, préférant chacun gérer à la valo là où il est installé, l'immeuble qu'il a installé. Alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui doit faire le carrelage, parce qu'il faut refaire le carrelage de cet immeuble. Vous voyez, les joints, il y a la végétation qui pousse entre les joints des carreaux. Les carreaux sont sales, il faut laver. Nous avons livré l'immeuble avec la climatisation centrale partout. Aujourd'hui, il y a des climatiseurs individuels dans tout l'immeuble. Le grand immeuble, un ascenseur sur 2 marches. Ça, c'est parce qu'on n'a pas mis en place le syndic de copropriété qui devait gérer le complexe immobilier. Le rôle que la CIMAR a joué au début. Alors, bon, la CIMAR devait exister pendant 20 ans. Selon les statuts juridiques, 20 ans arrivés, on a liquidé la CIMAR. Mais ça n'empêche pas qu'on pouvait quand même penser qu'on mette en place un syndic de copropriété pour gérer l'ensemble immobilier. Au lieu de le laisser comme ça à l'aval où chacun fait ce qu'il veut quand il peut. Et ça, vraiment, ce n'est pas, moi à mon avis, ce n'est pas sérieux. Merci, M. Ngouane. Vous avez apporté une contribution absolument importante dans la connaissance de l'histoire du port de Douala que nous essayons de retracer. Je ne pourrais que vous remercier pour cette contribution. Maintenant, pour terminer, nous allons vous raconter qui étaient les dirigeants du port pendant toute cette période. Le premier directeur du port, après l'indépendance du Cameroun en 1960, s'appelle François Guiffé. François Guiffé était Bafia. Il aura aussi été le premier Camerounais à passer devant le tout nouveau tribunal criminel spécial créé par Ounanawono en 1961, ainsi que par son directeur de cabinet Diouta Z. Écoutez Diouta Z. Vous prenez cette loi sur les détournements. Nous prenons donc cette loi sur les détournements, nous la diffusons le plus largement possible. Et puis, pour toujours mettre dans la tête des Camerounais que l'argent de l'État doit être géré avec sérieux, nous prescrivons quelques inspections. Ces inspections-là commencent, si je me souviens bien, avec le port de Douala. Le port avait été camerounisé. Le directeur général du port, c'était un Camerounais. Pour la première fois, c'est un homme que je connaissais bien. C'était d'ailleurs un ami de mon frère. Ils avaient fait l'école professionnelle ensemble. Ils avaient été en France ensemble. Ils se connaissaient de tout temps. François. Oui. Et pour son malheur, quand on fait cette inspection, on trouve que tout n'est pas tout à fait très exact ni très correct. Et Guiffé perd donc son poste de... Il se retrouve en prison. Directeur général. François Guiffé, après sa prison, a été recruté
par un de ses anciens camarades ingénieurs électriciens sénégalais, Cheikh Aboubacar Fall, qui venait d'être nommé président directeur général de la compagnie multinationale africaine de transport aérien Air Afrique. Cheikh Fall l'a donc recruté comme directeur de l'exploitation. Et après, quand le Cameroun part d'Air Afrique en 1971 pour créer Cameroun Airlines, il se retrouve à Cameroun Airlines où il terminera sa carrière. Alors, il s'est passé quelque chose lors de l'arrestation de Guiffé. La délation a joué à fond. Et comme vous savez, dans notre hymne, avant, l'hymne c'était au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécu dans la barbarie, comme un soleil qui commence à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. On a vraiment montré que nous étions des barbares et des sauvages. La délation a fonctionné. On a mis en cause un certain nombre de femmes, c'est-à-dire toutes celles qu'on prétendait être les maîtresses de François Guiffé. Et les camions du port allaient faire le tour de maison de cette femme pour ramasser les meubles, les cuisinières, les frigidaires qui étaient censés acheter par François Guiffé et transporter dans les magasins du port. C'était honteux. Après donc François Guiffé, il y a eu Djiboussi Akwa. Djiboussi a eu maille à partir lui aussi avec Ahidjo. De forte tête, mais Ahidjo l'a vite retiré du port. Il l'a ramené au ministère des Transports et par la suite, il a été recruté à la SECNA où il a terminé sa carrière. Après Djiboussi, arrivera donc Gagnon, le véritable bâtisseur du port de Douala, après les Allemands et les Français bien sûr. C'est lui qui entreprend en 1964-66 les travaux d'agrandissement du port avec Vianini. C'est encore lui qui, de 1974 en 1978, va entreprendre les travaux de dragage avec la compagnie Boskalis, une compagnie hollandaise. Lui, il a été épargné, mais son directeur général adjoint Emmanuel Bicheki et un de ses grands cadres, Minkoussé, avait terminé par la prison, comme précédemment François Guiffé. Mais pour d'autres raisons, on les accusait d'avoir fait des tracts. Après Simon Gagnon, il y aura Silfric Dibon. Silfric Dibon a échappé, comme il avait dit lui-même, à un de ses amis, un ambassadeur du Cameroun, qu'un secrétaire général du parti lui avait demandé d'amener de l'argent pour le parti et qu'il avait dit non. Et que c'est pour cela qu'il avait été éjecté. Ça, c'est sa parole, ce n'est pas de moi. Après Silfric Dibon, Tchouta Moussa arrive au port. Quelque temps après, ceux qui se disent au fait des affaires de la République disent qu'il y aurait eu malversation financière au port. Le principal soupçonné responsable de ces malversations, mais présumé innocent, Nana Esaïe, serait en fuite. Dès cet instant, le soupçonné complice, mais présumé lui aussi innocent, c'est-à-dire Tchouta Moussa, directeur général du port, dont Esaïe Nana serait l'homme de main et en fuite, ne peut donc être poursuivi en l'absence de ce dernier. Entre-temps, Tchouta Moussa devient député de la nation et en attendant, il meurt avant que cette affaire ne soit élucidée. Les Camerounais vont donc déduire que Tchouta Moussa aurait été sauvé par le gong, comme on dit, c'est-à-dire sauvé par la mort. Après Tchouta Moussa, il y a eu Siam Sewe. Vous savez ce problème, le tribunal criminel spécial, le détournement de deniers publics. Après Siam Sewe, il y a eu Etunde Oyono 1. Etunde Oyono 1, après 2 ans à la tête du port, on l'a rappelé pour le nommer directeur général de la maïture. Mais il faut préciser qu'avant ça, à son arrivée au port, Etunde Oyono était directeur général de la SRC, la Société de recouvrement de créances du Cameroun. Alors, Etunde Oyono est remplacé par Dayas Mounoumé, qui est en fuite pour des malversations financières et qui est attendu au tribunal criminel spécial. Etunde Oyono 2 revient pour reprendre donc la place après Dayas Mounoumé. Il est malade, mais avant ça, il a des problèmes avec la justice. On l'accuse d'avoir financé des journaux pour dire du mal sur certains points du régime. Il est passé au tribunal pour cette affaire, mais il avait été blanchi. Pendant ce temps, il tombe malade et il meurt. Et on découvrira aussi que pendant qu'il meurt, le tribunal criminel spécial était en train de se saisir d'une affaire de détournement de fonds. S'agit-il de la SRC
ou du port de Douala, nous ne savons pas encore ce qui s'est passé. Vous voyez donc que sur 9 personnes qui ont dirigé le port, jusqu'à présent, 5 ont eu des problèmes avec la justice. 4 pour des problèmes de détournement d'argent. Donc le port est un endroit très très sensible. Après tout ceci, monsieur le directeur général, vous savez, le port autonome de Douala, comme les gens disent, est le poumon économique. Nous avons donc décidé de consacrer, dans le cadre de la Tribune de l'Histoire, une émission là-dessus. Alors vous avez vu tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Nous sommes allés, on a fait les voyages que vous avez vus en Allemagne, en France, en Italie, en Hollande, pour essayer de récupérer tout ce qu'il y avait sur le port. Et nous estimons que c'est vous, gardien du temple, comme disent les uns, qui aujourd'hui devez conclure cette émission. Donc, je vous remercie donc une fois de plus de nous recevoir. Monsieur le directeur général, comment vous sentez-vous depuis que vous êtes au port? Votre état d'esprit et la santé, malgré le trouble de plus de travail qu'il y a. Avant de répondre à votre question, j'aimerais déjà vous remercier de l'opportunité de témoigner dans votre émission. Et vous remercier davantage pour l'initiative que vous avez prise de ressortir les archives de l'histoire qui permettent aux Camerounais d'aujourd'hui et aux générations qui vont venir de connaître l'évolution de cette plateforme importante du commerce extérieur du Cameroun. Maintenant, pour votre question, je vous réponds tout de suite que je me sens très bien. Je le vois, mais je voulais vous faire dire, je voilà, voulais vous entendre le dire. Bon, monsieur le directeur général, ma première question, c'est facile. Les premières fondations du port de Douala, devenu par la suite Office national des ports, puis Office national des ports et voies navigables du Cameroun, et aujourd'hui, port autonome de Douala et bientôt d'ailleurs port autonome de Douala-Bonabéry, sauf si je me trompe. Ces bases ont été posées par Adolf Feuermann en 1873, un Allemand. Vous avez vu comme nous les images, la marche de ce port jusqu'à ce jour. Comment percevez-vous l'avenir de ce port, un des principaux instruments du développement de notre pays? Bien, le port de Douala-Bonabéry, comme vous l'appelez, parce que c'est le nom officiel de ce port, le port de Douala-Bonabéry, a une marge de progression qui est continue. Et d'ailleurs, son potentiel de progression n'est pas entamé à plus de 50%. Et c'est ce que nous essayons de démontrer avec tout ce que nous avons entrepris et réalisé avec l'appui du gouvernement comme projet. Et donc, je peux vous dire sans risque de me tromper que le port de Douala a encore des choses à démontrer. Et ce n'est pas encore le maximum de son potentiel qui est utilisé. Et nous estimons que son avenir est certain. Absolument, ça fait plaisir de vous l'entendre dire. Il y a quelques semaines, le groupe Rougier, qui vend du bois, a dit que ces problèmes, puisqu'ils sont en état de redressement financier en France et même de faillite, il a dit que ces problèmes provenaient de l'engorgement du port de Douala. Ce que moi, personnellement, ne connaissant pas de quoi il parle, je ne peux pas donner mon avis. Mais certains journaux, des médias, bien sûr occidentaux, ont repris ça avec envie. Et même quelques Camerounais qui, d'habitude, estiment que tout ce qui est fait chez nous n'est pas bon et que dès que la voix vient de l'autre, on se saisit de ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Rougier? Vous faites bien de nous poser cette question et une fois de plus, nous saisissons cette occasion-là pour dire que cette déclaration ou alors ces informations sont dénuées de tout fondement. Nous avons eu en son temps l'occasion de démentir fermement que les déclarations de cette entreprise étaient vraies, puisque les statistiques portuaires sont là pour le contredire. L'intéressé accusait notamment le port d'être à l'origine de sa faillite et de sa banqueroute. Et accusait par ailleurs les services fiscaux du Cameroun de ne pas rembourser les crédits de TVA. Nous avons eu l'occasion de démontrer avec les chiffres que nous avons ici qu'au niveau du terminal conteneur, les performances de cette plateforme sont telles que Rougier n'a quasiment pas de stock ici. Et au niveau du parc à bois qui exporte les grunes, légalement,
cette entreprise n'a pas pu démontrer qu'elle avait des stocks. Donc nous reconnaissons quand même que notre port est, de par sa position naturelle qui est un port d'estuaire, est un port qui a des difficultés en termes de capacité d'accueil des navires. Et le rôle justement du port autonome de Douala, c'est de faire en sorte que la fluidité soit maintenue. Et pour tout vous dire, depuis la dernière crise qui est intervenue en 2013, 2014, 2015, quand je parle de crise ici, j'évoque l'engorgement, effectivement. Depuis cette date-là, le gouvernement instruit que l'autorité portuaire locale mette en place un comité qui, en permanence, travaille avec tous les opérateurs de la place portuaire pour essayer de s'assurer que la fluidité est maintenue. Et à ce jour, je peux vous dire, sans risque de me tromper, que la question de l'engorgement est une question qui n'existe pas au port de Douala. Alors, quand il le dit, c'est à quel dessein? Et surtout, ce qui est embêtant, c'est que, vous savez comme moi que les Camerounais aiment ça, c'est-à-dire qu'on accuse notre pays et on a vu comment ils s'en sont pris. Donc, ce monsieur, c'est à quel dessein? Vous savez que les grands groupes internationaux ont l'art de créer des situations pour justifier des problèmes de gestion interne. Ici, je subodore qu'il s'agit là d'une stratégie d'entreprise qui prend pour bouc émissaire des acteurs qui n'ont rien à voir avec la gestion de cette entreprise, là pour justifier les difficultés financières qu'elle peut rencontrer. Bien évidemment, nous sommes dans un environnement où les gens aiment bien animer la sinistrose. Et vous faites bien de ne pas vous aligner derrière ce type d'initiative, parce que nous avons ici des données fiables qui nous permettent d'établir de façon certaine qu'aujourd'hui le port de Douala ne connaît pas d'engorgement. Certes, il y a des problèmes de fluidité que nous gérons au quotidien, comme je l'ai souligné, de par les limites naturelles du port, mais nous ne connaissons pas les problèmes que tente de nous mettre sur le dos cette entreprise. Bon, pour ceux qui n'y ont pas cru, nous les invitons à venir ici, à venir constater, et comme vous le constatez par vous-même, que l'activité est fluide, il n'y a pas d'embouteillage ici et que les opérations de commerce extérieur se déroulent convenablement. Est-ce que maintenant nous pouvons parler, je sais, quand je dis parler de projets en cours, je sais que c'est vaste. Je sais que vos projets, ça ne se limite pas à vous, ça se limite à vos successeurs éventuels. Parce que quand on sait que ce port, c'est le poumon, l'entrée principale du Cameroun, donc les projets doivent être tellement vastes, je ne vais pas vous demander de nous les énumérer tous, parce que vous passeriez 20 ans à en parler. Et c'est pour ça que je vous dis de nous en parler un peu quand même. Les projets les plus immédiats. Tout à fait. Je vous ai souligné tout à l'heure que la marge de progression du port de Douala n'est pas encore entamée à plus de 50%. Et vous faudra imaginer que s'il faut entreprendre des projets de développement, nous pouvons passer toute une journée ici. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour que le port assure sa fonction principale, qui est celle de veiller à ce que les opérations du commerce extérieur de notre pays se déroulent convenablement, le port autonome de Douala, qui est l'entreprise qui gère cette plateforme, a pour principale mission de veiller à ce que les navires qui s'annoncent sur les côtes camerounaises arrivent en toute sécurité. Et donc, s'agissant donc de l'accueil des navires, dans les services offerts aux navires, nous avons comme projet majeur d'acquérir une nouvelle drague qui permettra de rendre le port autonome en termes de dragage. Nous avons un projet de moderniser le balisage du chenal d'accès. Le chenal d'accès, c'est un peu la voie qui permet d'entrer dans le port. Nous avons également un projet d'enlever les épaves, vous savez, depuis bientôt 30 ans. On en parle. Oui, on en parle. On peut voir si ça serait intéressant. Exactement, vous aurez l'occasion de voir cette opération qui va démarrer dans quelques jours. Nous avons cette opération qui est une vaste opération qui permettra de débarrasser les plans d'eau des épaves qui mettent en danger les manœuvres des bateaux. Vous aurez également une opération qui va également commencer, celle qui consiste à draguer les pieds de quai. Parce que là où nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, les pieds des quais, à cause donc des épaves, ont été envasés.
Et avec l'acquisition d'une drague toute neuve, nous allons entamer cette année l'opération de dragage de ces endroits. Bien évidemment, après que nous ayons accueilli les navires, nous offrons des services à la marchandise. Et comme vous pouvez le constater vous-même, les magasins qui sont ici au port datent de l'époque coloniale, plus de 50 ans. Même allemande. Ouais. Allemande. Voilà. Donc, c'est des bâtiments qui sont totalement amortis. Et notre ambition, c'est de construire, de détruire ces magasins et de reconstruire des magasins qui sont plus modernes, qui sont à même d'accueillir des marchandises dans de bonnes conditions. Bien évidemment, quand la marchandise est bien stockée, bien déchargée, il faut maintenant la sortie du port. Parce qu'il faut le dire, le port n'est pas un lieu de stockage de la marchandise, le port c'est un lieu de passage. Et donc, il faut s'assurer que les voies de circulation qui permettent à la marchandise de sortir du port, ces voies-là sont en bon état. Et c'est l'un des axes que nous avons en termes d'investissement. Bien évidemment, au-dessus de tout cela, vous avez la sécurité de toutes ces opérations. Comme il faut l'observer, le port il est très grand. Et l'une des difficultés que nous avons, c'est que comme il est positionné sur plusieurs territoires, à la fois à Douala et à Bonabéry, il est ouvert à tous les vents et nous avons des problèmes de sécurité. Donc le chef de l'État a décidé que le port soit physiquement sécurisé et sera fermé. Donc voilà un peu en raccourci les projets majeurs qui sont en droite ligne des mesures qui permettent d'assurer la fonctionnalité du port, qui est d'assurer la fluidité des opérations du commerce extérieur du Cameroun. Oui, parce qu'en parlant de dragage, dire que le port avait demandé aux opérateurs de soumettre pour le dragage du port. C'est le nouveau dragage qu'on va refaire, où vous m'avez dit c'est les bords ici, les bords, les pieds des quais. Le dragage a deux. C'est d'ailleurs qu'un des concurrents n'a pas voulu me parler, alors que je suis allé les voir, ils m'ont dit parce qu'eux ils sont soumissionnaires, ils ne veulent pas qu'on pense qu'ils sont venus faire une publicité avancée. Le dragage au port de Douala a deux fonctions. La première fonction, c'est d'assurer que le chenal d'accès au port, c'est-à-dire l'autoroute qui mène de la haute mer vers le port, est suffisamment entretenu. Ça, c'est le dragage du chenal. Ce dragage-là, jusqu'à présent, il est fait par des entreprises privées qui, à travers des marchés, des appels d'offres, soumissionnent et puis nous offrent ce service de dragage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'ambition de l'autorité portuaire locale, en cela, suite aux instructions gouvernementales qui sont d'ailleurs constantes, c'est d'autonomiser, de reprendre en main ce dragage. L'autre volet du dragage, c'est les pieds de quai. Je vous le signalais tout à l'heure que cette opération n'a pas pu se faire depuis une dizaine d'années parce que les pieds de quai et les plans d'eau sont encombrés par des épaves. Et toute opération de dragage expose à la fois la drague et les autres navires à des accidents qui peuvent être mortels. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est d'enlever d'abord les épaves et puis d'entamer l'opération de dragage des pieds de quai. Les pieds de quai, c'est justement là où se trouve le navire que vous apercevez derrière moi. Et cette opération-là également va se faire en régie puisque nous sommes en train d'acquérir une drague qui sera la propriété du port autonome de Douala. Ah, c'est une bonne chose. Tout à fait. C'est la première fois que ça va arriver. Tout à fait. Ce n'est pas la première fois tout à fait parce que avant, dans les années 70 jusqu'aux années 80, le dragage était assuré d'abord par l'Office national des ports du Cameroun et ensuite par le port autonome. C'est le passage du dragage en régie vers le dragage par des opérateurs privés qui a surenchéri les coûts du dragage qui aujourd'hui sont devenus totalement insupportables et qu'on ne peut plus tenir. D'où la décision qui a été prise par les instances gouvernementales exécutée par le port autonome de Douala d'autonomiser cette opération que nous allons entamer cette année. Qui est la plus importante. Absolument. Du port. Et je voudrais vous révéler que quasiment un tiers du chiffre d'affaires du port autonome de Douala est consommé par le dragage. Ah, c'est pour vous dire... C'est vraiment bien que vous le dites, que les Camerounais comprennent ça. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas que le dragage du port, c'est la base même de la survie du port. Exactement. S'il n'y a pas de dragage, il n'y a pas de port.
Je vous ai dit, le port de Douala est contraint par ses limites naturelles. C'est un port d'estuaire, ce n'est pas un port maritime. On est obligé d'entrer à l'intérieur du pays pour pouvoir accoster. Et bien évidemment, les limites du port sont telles que le fleuve absorbe tout ce qu'il y a comme sédiments, comme débris qui viennent de la ville et qui viennent encombrer le port. D'où donc l'obligation pour nous de draguer pour être en mesure d'accueillir les navires. Certains de vos anciens prédécesseurs ont toujours évoqué le fait que si les travaux du port ne sont pas normalement exécutés, c'est parce qu'ils ont des freinages de la part de l'administration centrale. C'est ce qu'on dit toujours. Ce n'est pas propre au port, hein, je m'excuse, mais il faut quand même qu'on en parle. Ils disent que c'est parce que l'administration bloque et que c'est pour ça. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous sentez les mêmes pesanteurs? Est-ce que ça joue sur vous? Est-ce que ça s'est un peu amélioré? Bon, M. Bindi, moi je ne sais pas dans quel contexte ces difficultés sont survenues pour mes prédécesseurs. Moi, depuis que je suis là, depuis bientôt 2 ans, je n'ai pas le sentiment que j'ai des limites particulières. Le port autonome de Douala est une société d'État, donc un démembrement de l'État, et qui concourt à l'offre de services publics. Et tout est question de procédure, tout est question de moyens. C'est la seule limite qu'on peut avoir dans notre action. Mais depuis que nous sommes là, tout ce que nous faisons se déroule convenablement, sans difficulté majeure. Vous savez, l'histoire d'un port, c'est aussi l'histoire d'une ville. Surtout comme celle-ci, quand on sait où a démarré le port de Douala, c'est-à-dire à Besseke, et que dans les grands pays, on essaye toujours d'intégrer la vie de la ville au port, c'est-à-dire qu'on en fasse une synergie. Comment ici vous pensez faire aujourd'hui avec les riverains? Avez-vous certains problèmes? Au plan historique, c'est vrai que... Je pense par exemple au projet Sawa Beach, qu'on n'a pas vu. Je pense aux gens qui occupent les emprises du domaine public portuaire. Non, effectivement, au plan historique, nous avons observé que les ports et les villes portuaires évoluaient en opposition. Mais depuis environ 20 ans, il y a un courant mondial qui a décidé d'inverser cette tendance. C'est-à-dire que le concept, c'est que la ville et le port doivent se développer ensemble. Et d'ailleurs, je voulais vous révéler que pendant plusieurs années, nous avons occupé, en tant que directeur général du port, le poste de vice-président de l'association Ville-Port. Et dans ce cadre-là, nous avons découvert que il y a des plateformes à l'échelle internationale qui permettent de faciliter la relation entre les villes et le port. S'agissant donc de nous qui sommes à Douala, nous avons compris cela. Le délégué du gouvernement et nous-mêmes, nous sommes déjà membres de l'AVP. Je vous ai vu à Bordeaux. Bien évidemment, et nous avons décidé de mettre ensemble un cadre de concertation permanent qui fait que les projets de développement du port et ceux de la ville sont mis ensemble pour qu'il y ait une synergie d'action. Bien évidemment, à côté de ce cadre formel, vous avez les communautés riveraines, les chefs traditionnels ici, notamment ceux d'Ingondo, que nous avons approchés pour leur tenir un discours selon lequel, dans le cadre de la responsabilité sociétale du port autonome de Douala, nous devons mettre en place un cadre de concertation également pour susciter l'adhésion des communautés riveraines. Parce qu'il faut le dire, tous les projets structurants que nous sommes en train de mettre en place, si les populations qui sont tout autour de l'emprise du domaine public portuaire n'adhèrent pas, nous aurons des difficultés à les exécuter. Notamment, justement, vous avez très bien fait de le souligner, c'est l'occupation anarchique d'une partie du domaine public portuaire. Et ce n'est que dans le cadre d'un dialogue ouvert et franc que nous pourrions faire comprendre à ces gens-là qu'ils se sont trompés en venant s'installer dans une zone sécurisée qui n'appelle pas l'installation des personnes. Donc voilà un peu dans quel cadre est-ce que le port autonome de Douala a entrepris d'établir une interaction, une relation privilégiée, d'une part avec la communauté urbaine de Douala, mais également avec le cadre qui sert de cadre formel de rencontre des chefs traditionnels de Sawa du littoral.
Oui, parce qu'il s'agit là de savoir du littoral, de la communauté. Mais il n'y a pas que la communauté. Parmi les grandes personnes, enfin les grands occupants de l'espace. Moi, j'ai suivi un peu le projet Sawa Beach il y a quelques années. Mais aujourd'hui, quand j'essaie de le relire, je crois qu'on a enlevé les 2/3 des terres qui appartenaient au port à cette époque. Nous n'y sommes pas encore, M. Bindi. Le projet est encore en plein développement. Il se trouve simplement que la question foncière est le principal frein. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement et la communauté urbaine pour voir le meilleur cadre institutionnel et le meilleur attelage qui permettra de développer ce projet sans toutefois amputer le port qui également a besoin de se développer. Donc, pour tout vous dire, c'est un projet qui est d'actualité, projet auquel le port autonome de Douala adhère, projet que le port autonome de Douala a intégré dans ses priorités comme étant l'un de ses projets phares, mais qui ne peut se faire sans l'accompagnement de la communauté urbaine de Douala et du gouvernement. Absolument. Alors, après ce diagnostic, je vous ai dit, je ne peux pas vous demander de nous parler de vos projets, vous passeriez 2 jours. Après ce diagnostic, qu'est-ce que vous fondez un espoir? Quelle solution pensez-vous apporter? Je vous ai dit que la principale fonction du port de Douala, c'est de faciliter les opérations du commerce extérieur du Cameroun. Et donc, tous les projets que nous mettons dans notre portefeuille doivent concourir à atteindre cet objectif. S'agissant notamment des projets, je vous l'ai déjà indiqué, nous avons un portefeuille de projets qui s'assure que les navires qui arrivent au port le font en toute sécurité. Et tout le portefeuille de projets, dragage, balisage, enlèvement des épaves est basé là-dessus. Je vous ai parlé de la manutention, traitement de la marchandise. S'assurer que la marchandise est déchargée ou chargée et stockée en toute sécurité dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je vous ai parlé de la construction de nouveaux magasins. Et je vous ai également indiqué qu'il y a des projets qui concourent à évacuer facilement les marchandises du port. C'est pour ça que je vous ai parlé en zone aval et en zone amont du port de la construction de nouvelles voiries. Et bien évidemment, je vous ai également parlé du projet de sécurisation de toute l'emprise du domaine public portuaire qui est l'un des projets phares du gouvernement pour le port de Douala. Douala-Bonabéry. Douala-Bonabéry, bien évidemment. Alors, maintenant, je partage votre avis que je n'aime pas la sinistrose. Mais il y a des gens qui vous disent que le Cameroun est en crise financière. Or, quand je vois l'important projet, pensez-vous que vous allez réussir? Où trouverez-vous le financement? C'est vrai. En se basant sur ce que disent les autres, pas moi. Bien évidemment, vous faites bien de ne pas adhérer à cette sinistrose qui, somme toute, n'est pas fondée. Le chef de l'État, dans plusieurs de ses communications, a expliqué que notre économie a un avantage d'être résiliente. C'est-à-dire que, certes, nous sommes exposés au contre-coup de la crise pétrolière mondiale, la récession mondiale, mais il demeure qu'à cause de la diversification de notre économie, nous réussissons à tenir le coup. Et bien évidemment, nous ne sommes pas en crise, puisque l'État du Cameroun continue à payer ses fonctionnaires. Tous les mois, les fonctionnaires sont payés. Vous voyez les nombreux projets que le gouvernement réalise, notamment pour le rendez-vous de la Cannes de 2019. C'est une démonstration de ce que notre pays n'est pas en crise. Je vous ai expliqué tout à l'heure le portefeuille des projets que le gouvernement nous a demandé de réaliser au port de Douala. Ce que nous sommes en train de faire, vous allez le voir d'ici la fin de l'année, c'est une preuve supplémentaire que notre pays n'est pas en crise. Donc pour tout vous dire, moi je ne suis pas pessimiste. Et en cela, je suis la position qui est celle du gouvernement de dire que notre pays a la capacité de tenir les comptes au cours de la crise qui est certainement survenue dans notre pays. Absolument. Alors, vous savez, monsieur le directeur général, vous avez dit le plus important de ce que les Camerounais attendent. Des gens qui, au lieu de venir vous voir, comme moi j'ai eu le courage de le faire, et vous demander de quoi il en est, raconte un peu n'importe quoi en ville. Et excusez-moi, il y a aussi, un jour, j'avais dit que c'est les autorités camerounaises qui créent
les murmures, c'est-à-dire la rumeur, parce qu'il y a l'absence de l'information, parce que l'histoire nous apprend que la nature a horreur du vide. Quand il n'y a pas d'information, c'est la rumeur qui s'installe. Et là, vous m'avez fait l'honneur de nous recevoir, de recevoir Canal 2 pour boucler cette émission de la Tribune de l'Histoire sur le port de Douala. Et ce que vous venez de dire est absolument formidable. Et nous allons essayer de voir ces épaves-là et tout, essayer de voir avec vos collaborateurs. Enfin, c'est nous qui vous remercions et nous n'avons pas pour habitude d'aller vers les médias pour démontrer... C'est les médias qui doivent venir. Voilà, justement, vous faites bien de venir à chaque fois que vous aurez besoin d'avoir la bonne information. Venez vers nous, comme vous l'avez fait cette fois-ci, et nous allons vous donner les bonnes réponses. Et je vous donne d'ailleurs l'opportunité de visiter le port pour constater que le port est le reflet du Cameroun, c'est-à-dire un pays qui se porte bien, un pays qui continue de se développer malgré les difficultés, malgré l'ampleur des besoins des Camerounais. Nous sommes dans un pays qui offre des chances à tout le monde. Et que le port continue dans de ce qu'il a toujours été. Voilà. J'ai toujours dit que le port, c'est un monde à part. Exactement. Le port de Douala, je disais que quelqu'un peut venir ici, se marier, vivre là-dedans, et puis sortir 10 ans après avec son épouse, dire je me suis marié au port. Bien évidemment. C'est vraiment un monde. Bien évidemment. Un monde c'est bien évidemment extraordinaire. C'est un lieu qui fait la balance commerciale du pays. Je vous le disais, c'est la principale plateforme qui assure les opérations de commerce extérieur du Cameroun. Import et export. Et le gouvernement ne peut donc pas s'amuser avec cette infrastructure. Et maintenant, pour terminer, maintenant que le port de Kribi autonome va exister, est-ce que ça va vous engranger une part de vos activités? Comment vont fonctionner les deux ports? Le port autonome de Kribi arrive dans un environnement où le gouvernement a décidé d'offrir, de diversifier l'offre de services portuaires. L'industrie portuaire avait vocation à avoir 4 ports. Vous vous rappelez, la réforme de 1998 a créé 4 ports autonomes. Ces 4 sites portuaires, Limbe, Douala, Kribi et Garoua. Bien évidemment, il y a eu un retard dans le temps, dans la mise en place des organes de gestion de ces ports, mais il demeure que la politique gouvernementale, c'est de diversifier l'offre de services portuaires. Maintenant, vous pouvez vous imaginer que le gouvernement ne pouvait pas prendre le risque de tuer le port de Douala. Absolument. D'ailleurs, même les études qui ont été faites par rapport au port de Kribi ont démontré qu'au fur et à mesure que le port de Kribi va monter en puissance, le port de Douala également ira mieux. C'est-à-dire le trafic du port de Douala va croître au fur et à mesure que celui de Douala va également croître. Parce que le trafic qui vient à Douala est un trafic qui est captif. C'est-à-dire qu'il n'ira nulle part qu'à Douala parce que l'essentiel de l'industrie nationale est basé à Douala et la population de Douala continue de croître. Et donc, les bateaux qui vont atterrir à Kribi, ce seront des grands bateaux. Il y aura des éclatements et la marchandise va partir de Kribi à travers d'autres petits bateaux de taille moyenne et va revenir à Douala. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre plan d'investissement prévoit que nous allons développer la rive droite du port pour construire de nouveaux quais, de nouveaux magasins, à l'effet de nous préparer à recevoir plus de magasins, enfin plus de marchandises, au fur et à mesure que le port autonome de Kribi va monter en puissance. Donc pour nous, le port de Kribi est davantage une opportunité qu'un risque, contrairement à ce que les gens ont pu penser. Oui, vous savez, vous donnez des explications que nous autres ne maîtrisons pas, mais que nous suborderons comme ça, nous essayons d'en parler. Le port, c'est d'abord vous, c'est-à-dire le gardien du temple. Vous ne pouvez pas parler du port sans ajouter votre interview. Ça aurait été même pas 50%. Monsieur Bindi, voilà une illustration de ce que je vous évoquais tout à l'heure. Cet endroit, vers les années 80-90, c'était un endroit vivant, ce qu'on appelle le port de pêche. Ouais. Les bateaux accostaient ici
les chalutiers. Les crevettes du Cameroun. Exactement. Les crevettes du Cameroun étaient là. Et bien évidemment, vous avez là les chambres froides qui étaient construites à l'époque. Et vous comprenez donc l'urgence d'entreprendre des projets pour rénover, renouveler, transformer tout ceci. Parce que dire à quelqu'un qu'il y a de l'eau ici, personne ne croirait. Donc pour pouvoir draguer ici, il faut nécessairement enlever ces épaves. Ça ressemble à un paysage, c'est pas quoi, lunaire. C'est inimaginable. Vous qui avez vécu le port moi qui ai connu les crevettes du Cameroun ici, exactement. Je suis jamais revenu ici depuis, je n'imaginais pas ça. Voilà, vous voyez. Donc nous ne pouvons donc pas rester les bras croisés. Nous avons décidé, malgré les atermoiements de la période passée, de saisir le taureau par les cornes et d'enlever ces épaves, de réhabiliter cet endroit et pour qu'il ne redevienne. Et le coût. Bien évidemment, nous sommes obligés de faire les sacrifices qui conviennent pour que cet endroit soit à nouveau exploité. Parce que quand vous me parliez de l'avenir du port, il faut déjà utiliser le potentiel qui existe. Et le potentiel qui existe, c'est ça. C'est une bonne partie qu'on a arrachée. C'est une bonne partie qui est là, qui n'est pas exploitée. Donc il faut la rénover. Qui non seulement n'est pas exploitée, mais qui vous coûte de l'argent. Voilà, effectivement. Donc voilà un peu la situation, une illustration de la situation de dégradation qu'a connue du port depuis sa construction moderne en 80. Je n'avais pas cru à ça. Parce qu'à cet endroit qui est là, dites à quelqu'un qui a de l'eau en bas, bien évidemment. Pas. Bien évidemment. Là encore, l'eau est visible, mais ici, vous voyez tout à côté. C'est quasiment une espèce de... C'est la forêt, la brousse là. Parce que pour que ces herbes arrivent à cette hauteur, ça veut dire qu'il y a au moins 400 mètres en bas. Exact. Et ce travail d'enlèvement des épaves, nous allons l'entamer dans quelques semaines. Et vous serez d'ailleurs invité à venir constater par vous-même que cela est fait. Et je vous rappelle que c'est depuis une trentaine d'années que la situation est telle que vous la voyez là. Oui, depuis que les crevettes du Cameroun ont fermé, toutes les pêcheries ici ont fermé. Voilà. Il y a eu plusieurs tentatives. Le gouvernement a instruit l'autorité portuaire depuis des années, une dizaine d'années, on répète la même instruction. Et nous avons décidé de le faire. Et ce sera fait dans les prochains jours. Monsieur le directeur général, je crois que nous pêchons beaucoup plus par ignorance. Quelqu'un avait d'ailleurs dit qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un ignorant qui s'ignore. Exactement. Parce que je ne sais pas si beaucoup de Camerounais ont vu ça. S'ils s'imaginent seulement que c'est comme ça, ceux qui travaillent aux alentours, qui voient ça, n'en parlent pas. Bien évidemment, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Beaucoup de gens nous ont offert des solutions. Ils vont enlever les épaves, ils vont se payer par le prix des épaves. Mais à la fin des courses, ils voient que nous sommes encore là en 2018. Personne ne bouge. Alors personne ne bouge. Ça veut dire que les solutions qui ont été préconisées jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'entreprendre cette action qui est salutaire, qui est une action de salubrité publique, en tout cas. Et de survie pour le port. Et de survie pour le port, bien évidemment. Moi-même parler d'un bateau turc, je me suis proposé d'aller le filmer, faire une émission. Un bateau turc qui depuis 3 ans est en panne dans l'eau quelque part là-bas. Oh, il n'est même pas le seul, il y en a beaucoup d'autres dans la zone de Yopoué là-bas. Vous voyez tout cet espace-là. Quand vous imaginez que plusieurs chalutiers, dont des bateaux de pêche, pouvaient accoster ici, vous vous rendez compte que c'est une perte énorme, que ce soit de ce côté, que ce soit de l'autre côté. Mais il y a des centaines là-dedans. Bien évidemment, c'est des centaines de bateaux coulés. Est-ce que la loi n'autorise pas le port à entreprendre quelque chose sur le plan juridique contre les gens qui abandonnent ces bateaux? Bien évidemment, il y a des réglementations nationales, internationales et même communautaires qui permettent de régler ce type d'affaires. Et c'est justement ce que nous sommes en train d'utiliser pour résoudre le problème des épaves ici. Parce que le bateau turc dont je vous parlais, le gars qui assure le gardiennage m'a dit que depuis 3 ans que le bateau est là. Il est allé le voir en Turquie. Ils disent que
ils attendent une banque qui doit prêter de l'argent pour venir. Et lui, il envoie des gardiens là-bas. La procédure de gestion des bateaux qui sont soit accidentés, qui sont soit abandonnés, est très complexe et implique beaucoup d'administration et beaucoup d'acteurs. Et c'est pour ça que ça prend souvent du temps pour aboutir. Au-delà de ces procédures qui mettent du temps, il y a également que ça coûte énormément cher. Vous savez, une opération d'enlèvement d'épaves comme celle que nous sommes en train de réaliser, ça coûte des milliards au port. Donc c'est pas du tout facile. Vous voyez, un armateur préfère abandonner son navire que de payer par exemple une pénalité. Parce que la pénalité peut se trouver que la pénalité soit davantage plus chère que l'achat de nouveaux bateaux. Voilà, tout à fait. Et vous portez tout ça sur vos têtes. Bien évidemment, on n'a pas le choix. C'est pour ça que l'autorité portuaire a été créée pour représenter l'État. Nous sommes le bras séculier de l'État pour la police des opérations qui se passent à l'intérieur de l'emprise portuaire. Cette émission a été réalisée grâce au précieux conseil de son Excellence M. Mpaye, ambassadeur du Cameroun en Allemagne et ses collaborateurs, à l'appui financier indispensable de Roger Sombaï, au soutien inconditionnel de Mme Aimée Catherine Bindji, à la Fondation Afrique Avenir, au musée maritime et avec la collaboration technique de Eric Golf, Guy Fosso, Emmanuel Bivirka, Calvin Tekam. Au début de cette émission, mesdames, messieurs, je vous ai annoncé que nous allions vous parler du port dans tous ses contours. Vous savez, même si ça fait 10 ans, nous ne pourrons pas parler de tout, mais nous avons essayé de vous parler de l'essentiel. Nous avons essayé de vous faire connaître ce poumon économique de notre pays, qu'est le port de Douala-Bonabéry. Nous avons parlé de ses débuts, de ses fondements, de ceux qui ont bâti les premiers quais, comment les Allemands ont commencé, la France a continué, le Cameroun, aidé par les Italiens et les Hollandais, ainsi de suite. Nous pensions que nous allions aller beaucoup plus loin. Mais vous connaissez les impératifs du temps, les impératifs de la télévision et mieux encore, les impératifs de la mémoire. La mémoire n'est pas une machine, ma mémoire est humaine. Et que tout ce que j'ai pu vous dire, c'est au prix de gros efforts. Tout ce que j'ai pu essayer de retenir de ce que j'ai appris du port, c'est au prix de gros efforts. C'est donc ce peu-là que j'ai essayé de vous retracer, afin que vous connaissiez, vous ayez une vision plus grande de notre port, de Douala, la porte d'entrée du Cameroun. J'espère que comme nous, vous avez été satisfaits d'avoir vu le peu que j'ai pu vous produire, et nous espérons donc, je vous disais que vous avez été satisfait pour cela, et que nous espérons vous revoir encore bientôt